c'est un concept très simple, qui s'est développé dans les années 60-70 en Grande-Bretagne, puis qui est arrivé chez nous dans les années 80. C'est le fait de reproduire un costume, reproduire des pièces archéologiques à l'identique, du moins proches de l'identique, puis de les porter et de les utiliser. Et si possible, et là on est vraiment en haut de la démarche, le faire avec les mêmes matériaux. Par exemple ici, voilà, une partie de notre association en train d'effectuer la peinture sur des boucliers à l'aide de pigments naturels retrouvés dans la région. Ça, par exemple, c'est une activité de reconstitution historique, mais qui s'appuie sur la deuxième démarche, qui est le tremplin de l'histoire vivante, qui est l'expérimentation gestuelle. Alors, l'expérimentation gestuelle, c'est quelque chose de très simple en recherche historique, quelque chose de si simple qu'on pourrait penser que ça a été fait depuis le départ, et pourtant, ça a été abandonné très rapidement. C'est le fait de prendre une armure, de la porter, et d'aller essayer de se taper dessus avec, pour comprendre ce que ça fait. Comme il y a des impératifs de chaud. Oui, c'est super chaud et il fait super chaud dedans. Alors, comme il y a des impératifs de sécurité moderne, très vite les scientifiques ont mis ça de côté. Donc peut-être que tout à l'heure on s'est présenté un peu succinctement, ça c'est un de mes aspects, je suis historien du geste. Mes recherches en histoire, je les fais en faisant des expériences, comme n'importe quelle science, par exemple, qu'on considère comme dure, on va répéter les expériences qui vont finir par valider des hypothèses, ou soulever de nouvelles thèses. D'accord ? Et ces expériences, elles vont s'appliquer dans tous les domaines, que ce soit la guerre, que ce soit la fabrication d'objets, d'artisanat, ou la construction de bâtiments. On va y revenir, ne vous en faites pas, j'approche. Mais dans cette expérimentation gestuelle, on finit par tellement être dans la pratique qu'on finit par développer de nouveaux objectifs. Et notamment, l'expérimentation gestuelle a donné quelque chose. La Fédération française des arts martiaux historiques européens, c'est une fédération très récente qui est en train de prendre de l'ampleur et d'obtenir un statut juridique important et une représentation. Sachez que les Anglais, encore une fois, le monde anglo-saxon a de l'avance sur nous dans le domaine. Hein. Les Anglais, par exemple, ont bien avancé dans le domaine et ont carrément une section dans le ministère de la Culture dédiée au living history, donc à l'histoire vivante. Ils ont compris que c'était fondamental pour faire vivre le patrimoine. Et en France, on a par exemple une fédération française des arts martiaux historiques européens dont le but est de développer, j'ai entendu quelqu'un parler de sport juste avant qu'on arrive, de développer des activités sportives autour de l'histoire. Donc, l'histoire vivante, c'est ces deux champs, c'est ces deux choses. Et vous savez, quand on parle d'identité, souvent il est plus simple de dire ce qu'on n'est pas. Je ne vais pas dire je suis très beau, je vais dire je trouve plutôt pas laid. Prochaine diapo. Donc voilà ce qu'elle n'est pas. Pour tout de suite mettre les points sur les i. D'abord, elle n'est pas ceci. Quelqu'un reconnaît, alors c'est peut-être un petit peu loin, quelqu'un est allé en Vendée récemment, ce parc, le Puy du Fou. Le Puy du Fou, exactement. Quelqu'un y est déjà allé? Oui. Pas mal. Alors, voilà, ça, c'est pas ce qu'on va faire. Donc, le Puy du Fou, c'est quelque chose qui est exceptionnel. Vraiment. Je suis historien, j'y vais, je prends beaucoup de plaisir. Mais pourquoi? Parce que je pose mon cerveau d'historien et j'y vais pour profiter d'un spectacle, pour m'insérer dans une ambiance, dans un environnement. Mais l'objectif du Fou, il ne faut pas l'oublier, mesdames et messieurs, c'est de faire de l'argent. Il y a peut-être une vision politique derrière, mais ça, je ne vais pas la traiter. Ce n'est pas mon sujet. Par contre, c'est un produit rentable, très rentable. Il y a plein de Puy du Fou qui apparaissent. Nous, c'est pas ce que l'on fait. Tout simplement parce que le cœur de notre sujet, c'est l'histoire et c'est la vie. Ce n'est pas l'argent. Ça, c'est le premier point sur le Puy du Fou. Non, on revient juste un instant en arrière. Et à droite, alors voilà, ici. À droite, ici, c'est ce qu'on appelle du GN, c'est-à-dire du grandeur nature. Grandeur nature, c'est une activité qui s'est développée en même temps que la reconstitution historique, où on se dit, les épées en acier, ça fait mal, nous on vient pour s'amuser, on va prendre des épées en mousse, on va se taper avec, et on va incarner des rôles et on va s'amuser. C'est une activité tout à fait louable et qui est extrêmement divertissante. J'en ai pratiqué. Mais ce n'est pas une démarche de recherche, ce n'est pas une démarche de transmission de savoir. La recherche dans le domaine de grandeur nature ou du spectacle, je peux vous dire, c'est secondaire. Donc pour résumer, voilà ce qu'est l'histoire vivante. Prochaine diapo. Pour finir, voilà, l'histoire vivante, avant tout, c'est la recherche comme but. En fait, c'est l'histoire, l'objectif final. Comme par exemple, mon objectif final, c'est d'aller sur la Lune. Mais avant ça, vous savez, il y a un voyage. Et souvent, c'est beaucoup plus intéressant le voyage que l'objectif. Donc, le moteur, le moyen d'abord de tout cela, ça va être la reconstitution et l'expérimentation. C'est-à-dire, voilà, les piliers de l'histoire vivante. Vous savez maintenant ce que c'est. Ça, c'est le moyen. Mais le moteur de tout ça, ça va être la passion. Travail sans passion,
travaille sans raison. La passion doit être au cœur du processus. C'est ça qui va faire avancer un projet. Vous pourrez mettre des centaines de milliers d'euros dans un projet culturel, s'il n'y a pas de passionné derrière, ça ne marchera pas, ça n'avancera pas. Ou alors, ça sera uniquement dans un système purement mercantile. Ça, c'est le moteur, mais le résultat, on pourrait penser, c'est l'histoire. En réalité, c'est une dynamique. Et une dynamique qui est multiple. Et pour la comprendre, on va vous parler du projet, à présent, pour votre château, à Fort-Calquier. Donc l'idée, c'est de reconstituer, il faut s'imaginer véritablement une vie. Un chevalier, c'est quelqu'un qui... plus proche, vous m'entendez là? Oui. Merci. Un chevalier, c'est quelqu'un qui porte une armure, certes, mais l'armure, ça doit se fabriquer. Vous la fabriquez avec quoi? Du métal, et il faut avoir un feu. Le feu, ça se fait avec du bois. En fait, il faut créer l'intégralité d'un univers pour pouvoir le restituer. C'est pour ça qu'un château ne peut jamais être restitué si vous ne construisez pas un univers qui va avec. La plupart des gens pensent que c'est une histoire d'argent. Combien je mets qu'il y a au château pour qu'il soit reconstitué? 1 million, 2 millions, 10 millions, 100 millions? Non. Un château a des forces destructrices. De l'érosion, le temps, des gens. Il faut que les forces constructives, c'est-à-dire des gens passionnés qui y vivent, qui reconstruisent, qui fassent de la pierre, du bois, soient supérieures aux forces d'érosion. Il ne faut pas une personne qui s'en occupe 3 heures par semaine, même avec les meilleures intentions du monde, ou tous les dimanches. Il faut y vivre H24. C'est comme un enfant. Vous ne pouvez pas vous dire, tiens, je vais payer des cours de français, c'est bon, il est éduqué. Non, il faut s'en occuper non-stop. C'est pour ça qu'on vous propose une vie permanente au château. Alors, on vous a dit, il faut venir y vivre, il faut s'y installer, et il faut de la passion. Et il faut de la passion, mais vous allez me dire, la passion, ça ne fait pas tout. Il faut du savoir-faire, il faut des connaissances. D'accord? Ça tombe bien, on est dans le domaine. En plus d'être passionné, on est diplômé. Et notre but, ça va être de travailler, de s'installer sur place. Oui, on est en train de proposer de devenir vos voisins, hein, si vous n'avez pas compris. Oui. Alors, on est super sympa. Ouais, vraiment. Enfin, plus moi. Alors, c'est vrai. Alors, cette histoire de connaissance, elle va venir de nous, on va s'installer, on va dynamiser le projet, d'autres personnes vont venir, peut-être vous, d'autres personnes de l'extérieur, mais il y aura aussi donc des personnes internes, mais il faut de temps en temps des renforts. On ne fait pas la guerre sans renforts, il faut des alliés, et ces alliés, ils vont être multiples. Ça va être des personnes externes, des alliés privilégiés, qui vont venir apporter leur expertise ici. Par exemple, ici, vous avez plusieurs logos des universités les plus proches. Hein. Nous avons Aix-Marseille Université, qui est très proche. On est à 45 minutes, 50 minutes, 1 heure de route d'Aix-en-Provence. Pour les étudiants, généralement, bon, c'est pas très bien, mais c'est une demi-heure. Enfin bref, on n'est pas loin d'Aix-Marseille Université, et c'est une université qui est aujourd'hui la 2e plus grande d'Europe en nombre d'étudiants. Voilà. Et ces étudiants, on ne sait pas où les mettre pour leur faire des stages. Jamais. Non, jamais. C'est tragique. Quand vous avez un étudiant en anthropologie, pour avoir été diplômé, qui, pour son stage d'anthropologie, tente de trouver n'importe quoi, où il va se mettre à un coin de rue, ou même dans un magasin pour compter le nombre de clients qui rentrent, parce qu'il ne sait pas quoi faire comme stage, mais ça, on en est rempli. On a des centaines de demandes. Il ne s'agit pas simplement... ça vous parle peut-être? Il ne s'agit pas simplement comment on appelle ça, d'avoir un boulot ou quelque chose qui ne les intéresse pas. Il s'agit de leur proposer un véritable stage. Et justement, ces stages, ils vont être en lien avec leurs études. J'ai pris un exemple. Alors, bon, Paul Valéry, Montpellier, Nice, mais alors juste ici, il y a un petit logo, Institut National des Métiers des Arts, qui est en lien avec Aix-Marseille Université. Il y a une section à Arles, voilà, c'est très particulier, c'est une licence professionnelle sur la restauration et la restitution du patrimoine bâti. J'ai des amis, des proches, qui sont passés par cette formation et qui malheureusement n'ont pas pu valider leur formation faute de stage. Car les stages en restauration du bâti, c'est très compliqué. Notamment parce que ce sont toujours, malheureusement, les financements publics qui financent ces restaurations. Et ces restaurations, du coup, les finances publiques disent on prend des gens qui sont dans le métier. C'est un peu comme dans tous les milieux professionnels. On veut quelqu'un qui a de l'expérience et qui est gratuit. Complexe, hein. Et ça, c'est un vrai problème. Des personnes qui doivent, du coup, pour valider leur stage, aller et dire, ben voilà, j'ai restauré
cette petite chaussée bon, qui date de 1970. Bon, j'ai montré mon savoir-faire d'un point de vue technique, mais bon, d'un point de vue historique, il y a peu de portée. Et le but, ça va être de créer des projets, par exemple. J'ai pris cet exemple, mais il y en a plein. Hein. Les universités, c'est pas que pour l'histoire, c'est pas que pour le bâti. Ça va être, comme je disais, pour l'anthropologie, pour l'écologie, ça va être pour des domaines complètement fous qu'on pourrait penser comme la spiritualité, les sports. Ça va être d'intéresser les corps, les professeurs, à notre projet et leur dire quels sont vos intérêts là-dedans et quel apport vous voulez amener. Et cet apport, il va se faire par des étudiants. Et ces étudiants, la contrepartie, c'est qu'ils vont devoir mettre la main à la pâte notre et votre projet, d'accord, à Fort-Calquiéré, et ils vont, eux, recevoir un logement gratuit sur place et être nourris pendant leur durée de stage. C'est mieux que rien, puisque je vous rappelle que des fois, les étudiants finissent par payer de leur poche pour aller faire un stage. Donc, tout à l'heure, on parlait de passion, on parlait de moteur, et ça, c'est extrêmement important. Et pour les recevoir, il faut encore une fois qu'il y ait des personnes là-haut, sur place, en permanence. Donc, les liens avec les universités, ils sont déjà faits. Notre projet, on le porte, il est construit, et il y a déjà les liens avec les universités. Pour les mettre en valeur, en fait, nous avons le savoir-faire, nous avons la technique, nous avons les diplômes, nous avons les gens, nous avons les personnes, nous avons la motivation, et nous en accueillons encore. C'est-à-dire que nous vous attendons directement là-haut. Par contre, pour l'instant, il nous faut un endroit exceptionnel. Et vous avez de la chance, vous avez un château exceptionnel. Tout à fait. On va y revenir d'ailleurs sur l'exception de votre château, juste après. Là, l'implantation sur place, en plus, il ne s'agit pas de monter là-haut et de construire plein de maisons, des quartiers d'habitation sur place pour recevoir les étudiants. Non, pas du tout. Le but, c'est de créer un village en harmonie avec le site, rebâtir le village, parce que là-haut, vous n'avez pas juste un château, vous avez un cimetière, vous avez des églises, vous avez un village. Oui, c'est de rebâtir sur place le château et, en plus de ça, de faire en sorte que ce village il soit autonome et apparemment, puisque ça vous touche l'écologie, écologique. Et cela s'entend par une chose toute simple, et bien revenir à des méthodes traditionnelles de production pour la nourriture ou pour les énergies. Nous, on va vivre dessus, on sait le faire, on l'a déjà fait, et le but ensuite, ça va être de faire du lien, et notamment du lien avec, par exemple, vous parliez tout à l'heure des scolaires, montez, vous voyez comment se fait un système agroalimentaire écologique et durable sur une petite surface. Voilà. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, votre école, elle est bâtie sur des moyens beaucoup plus modernes et qui sont dans la droite ligne de ces processus, qui se pensaient sur le long terme. En fait, on ne vous propose pas de rebâtir le château, mais de rebâtir l'intégralité du village premier de Fort-Calquiéré. Alors, mais vous allez me dire, la première des préoccupations apparemment du village, c'est l'accessibilité à ce château et sa sécurité. Alors, je vais laisser Pierre-Michel présenter cela. Alors, le problème, c'est que si on y pense de manière standard, lorsqu'on va restituer un bien, on va se dire, mais attendez, vous êtes malin, vous allez mettre combien de temps là pour ça? Parce que si à la main, vous avez des étudiants qui cassent des cailloux, vous en avez pour 70 ans, bon ça déjà, c'est vrai. Et donc, moi, dans 70 ans, je peux au château? Merci. Pas du tout. Alors, le problème, c'est qu'il y a des normes de sécurité. Comment je fais? Alors, on a commencé à penser, allez-y, passez l'image, un chemin en bois balisé. Le chemin, il est sécurisé, c'est facile à pratiquer, pour tous les charpentiers qu'on a, c'est facile à faire, et il va avancer au fur et à mesure. Mais ce qui est sympathique, c'est que dès les premiers mois, on va pouvoir baliser ce chemin, et on va ouvrir, et il y aura déjà des animations et des gens qui vont construire autour. Il va déjà y avoir de la vie. Vous allez très rapidement pouvoir retrouver votre site. Le but, c'est pas de vous l'enlever, le but, c'est de vous le redonner. En plus de ça, on parlait de sécurité juste avant de partir là-dessus, mais on reste sur cette diapo, c'est de baliser le terrain. S'il y a eu des incidents, s'il y a eu des problèmes. Vous voyez, la passion, c'est une force créatrice. Et malheureusement, parfois, la bêtise est une force destructrice, où les accidents, tout simplement, du quotidien peuvent arriver. Accessibilité égale sécurité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où on balise le chemin, c'est-à-dire qu'on ferme notre chemin. Et l'accès sur place se fera pendant des temps, qui d'ailleurs pour les Fort-Calquiérois sera évidemment gratuit. Par contre, la nuit, nous, on va être dessus. Et c'est un petit peu comme chez vous, vous n'avez pas envie que quelqu'un rentre dans votre jardin et saccage tout, alors que vous avez passé des mois à faire un magnifique potager.
ça va être la même chose. Et cette sécurité, de toute manière, elle ne peut se faire qu'avec des personnes sur place. Car un jeune, on l'a tous été, quand il y a une barrière, on a envie de la franchir. Et si derrière, il n'y a personne pour voir que vous avez franchi la barrière ne sert à rien. Pire, c'est au contraire une envie. Elle est stimulante. Elle est en stimulante. fait, il faut le protéger, c'est bien. Là, en l'occurrence, vous avez quelque chose de magnifique, d'une manière ou d'une autre, protégez-le. Voilà. Peu importe, il faut déjà le sécuriser d'un point de vue accessibilité, tout en ouvrant l'accès progressivement à des pièces, à des espaces sur lesquels on recrée le château. Allez, parlez des activités. Non. Et d'ailleurs, on parle des activités, justement. Le but, l'accessibilité, elle va vous amener sur le site. Et le but, c'est pas qu'on fasse tout seul. On vous a dit, on fait venir les stagiaires, on fait venir des étudiants, des passionnés, des associations. On va fonder une association là-haut. Mais le but, c'est aussi que vous montiez et vous trouviez des activités qui vous intéressent. On parlait de sport. Je suis maître d'armes. Je donne des cours à l'université de combat à la lance et au bouclier grec pour comprendre comment ces Grecs ont amené, par leur manière de se battre, la démocratie, le système politique et la démocratie actuelle. D'accord ? Ça, c'est un cours, c'est toute une démarche. En fait, il fait le lien, parce que lui, c'est sa recherche, il fait le lien entre l'égalité des hommes, la manière dont ils sont en combat, et l'invention même et l'idée même de démocratie. C'est-à-dire, quand vous vous battez de manière égale avec les mêmes armes, en fait, vous avez une idée de l'État. Vous voyez, donc c'est extrêmement large, ça touche à la philosophie, à la politique, etc. Et en l'occurrence, les activités vont être extrêmement nombreuses, mais vont dépendre aussi de vous. Qu'est-ce que vous savez faire? Vous savez travailler le tissu, le cuir, vous avez des compétences dans quel domaine? Et surtout, qu'est-ce qui vous passionne? Le but, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ou même, si vous voulez simplement passer. Si vous voulez passer un séjour agréable, vous promenez, ça c'est possible. Mais si vous avez envie de développer quelque chose qui va pouvoir en plus pas rester sur place, il ne s'agit pas de me dire, moi je sais casser les pierres, je vais casser des pierres. Non, de développer un savoir-faire qui en plus a perdu son sens il y a longtemps. Vous savez, c'est quelque chose qui nous préoccupe nous, au quotidien. On travaille et on se demande des fois pourquoi on travaille. Bon, des fois on a la réponse, l'argent, mais des fois c'est pas suffisant. Ce projet il est aussi philosophique. C'est-à-dire, nous ce qu'on essaye de faire, c'est pas simplement rebâtir quelque chose, c'est construire un univers qui va vous plaire, dans lequel vous allez pouvoir vous évoluer, vous construire. Il ne s'agit pas simplement de dire « Ah bah tiens, on a bâti quelque chose de beau, c'est chouette ». Non, nous, on n'est pas là pour ça. On est là pour que vous éclatiez grave. Et on continue, puisque la reconstruction du château, la restitution de votre bien, elle va se faire avec le temps, et sur le temps long. Et toutes ces activités, parfois vous allez vous dire en quoi ça permet de restituer le château, d'avoir quelqu'un là-haut qui fait de la broderie, quelqu'un qui, par exemple, des enfants qui viennent tailler un petit peu des pierres pour apprendre. Mais ce n'est pas les enfants qui vont tailler les pierres là-haut, oui, mais l'atelier de taille de pierre, eh bien, il va pouvoir transmettre du savoir, en plus de produire les pierres pour la restitution du château. Et ça me fait une bonne transition pour justement parler de ce qu'est un patrimoine restitué. Est-ce que certains connaissent ce château? Peut-être, monsieur? Le Haut-Königsbourg, en Alsace. Le Haut-Königsbourg, ah oui, vraiment en plus c'est un tout petit, c'est pas facile à voir. Le Haut-Königsbourg, c'est un des châteaux les plus visités d'Alsace, un des plus beaux châteaux de France. Il y a une chose qui est très peu connue, c'est que ce château, c'est une restitution. Donc là, ce qu'on va vous faire, c'est qu'on va vous présenter maintenant la différence entre restitution et cristallisation. Alors, là, on continue les questions. Vous avez vu, maintenant c'est nous qui vous posons les questions. Hein. Savez-vous celui-ci? Et est-ce qu'il y a des Normands dans la salle? Ah, peut-être pas beaucoup de Normands. C'est personne. Non, mais c'est possible, hein. On est au sud, on est très au sud dans le Var. Hein. Je sais que tu es du nord, mais moi je suis du Var, on est très au sud. Comment ils parlent du sud? Ici, c'est le château de Falaise, c'est le château de naissance de Guillaume le Conquérant. C'est un des châteaux les plus emblématiques de Normandie. Et ce château de Falaise, lui, a connu une cristallisation récente. Cette cristallisation a permis à ce château de récupérer sa tour, de récupérer un ensemble qui de loin est visible. Cette restitution, elle s'est faite avec des méthodes modernes, parce que quand on paye, on a envie que ça arrive vite, pas dans 50 ans. Donc, on paye beaucoup pour que ça se fasse rapidement et que ça soit juste solide. Donc, certes, ça peut avoir un bel aspect
à certains endroits de l'extérieur, bon ça se discute, mais voilà, bien neuf, bien rebâti, et en plus de ça, ça ouvre la voie à certains qui disent, puisqu'on a restitué le monument, il faut faire de l'accessibilité, mais de l'accessibilité rapidement. La première des choses, la plus complexe des choses à faire, on dit toujours, oui, c'est une paroi, comme par exemple le logis, pas du tout. C'est de faire un toit, protéger les infiltrations. Eux, ils ont résolu le problème. Ça ne se voit pas de loin. Hop, des bâches. Ici, porte d'accès moderne, pour cacher le fait que pour faire une porte, pour accéder, il faut absolument avoir quelque chose de très safe, très sécurisé. Et donc, avec les normes modernes, on va appliquer ce type de méthode quand on doit aller vite. La cristallisation, elle n'a rien de mal en soi quand il y a vraiment quelque chose qui ne trouve pas de passionnés, qui ne trouve pas de personnes qui peuvent arriver et dire ben, moi, je vais le faire, et je vais créer un projet avec vous, et on va tous le faire. Quand une commune veut un petit peu s'écarter de ça, parce que c'est trop complexe, c'est très complexe un château. Le patrimoine bâti, c'est très complexe, hein, ça demande des grandes compétences. On va faire une cristallisation. Mais forcément, du coup, ça se paye. Et ces métiers d'art, ils n'ont pas tous les 2 jours des châteaux. Donc ça se paye assez cher. La différence, hein, juste pour finir, en plus de ça, vous allez avoir, du coup, sur une cristallisation, un site qui va être bien fermé, là c'est sûr, et un chantier moderne. Ça casse le mythe du château. Et enfin, voilà, là, vous avez l'ancien, et là, avec la partie qui était endommagée, on a mis des pitons de fer qui permettent de faire la liaison. On le met à l'intérieur, évidemment, pour pas que ça se voit de l'extérieur. Mais c'est ce que l'on fait. Donc on pitonne, on fige le monument, et puis après, si vous voulez restituer en élévation, vous n'allez pas remettre des pierres par pierre, sauf si vous avez beaucoup de budget, on va mettre du béton et juste un pavement. C'est pas toutes les cristallisations qui sont comme ça, hein, mais il faut comprendre qu'une cristallisation de qualité, c'est quelque chose qui coûte cher. En fait, il y a 2 choses. Soit vous souhaitez avoir des ouvriers de type BTP avec des grues bien jaunes, votre château pendant des mois, ça coûte effectivement cher, tout simplement parce que ça provient d'un système économique très simple. Tu payes, tu invites. Et surtout, très rapidement. Donc là, vous allez avoir pendant des mois des gens qui vont travailler, et certes, qui vont vous bétonner de manière solide pour que les 10, 20, 30 ou 40 prochaines années, bon, ben, vous ayez un château qui a moins d'infiltration, etc. Du réside du béton. Hein. Oui, bon, ça arrive, mais il ne faut pas trop... Nous, ce que nous proposons, c'est que ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais vous allez avoir des gens habillés comme au Moyen-Âge, avec des morceaux de bois, avec des chevaux qui font de l'expérimentation, qui sont passionnés, qui vont vous tailler la petite pierre tout doucement. Et vous savez pourquoi on prend notre temps? Parce que ce qui se fait vite se défait vite. Et parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est pas dire « Ah, le travail, ça nous plaît pas, vite, il faut vite finir ça, comme ça on est dans notre commande et dans notre délai. » Non, c'est d'être passionné, un peu comme quand vous montez des Lego, où vous vous dites « Mais c'est chouette !» Le but, c'est pas d'avoir le dernier vaisseau Star Wars, le but, c'est de les monter, ces petits Lego. D'ailleurs, généralement, on fait autre chose que ce qui a marqué sur la boîte. Tout à fait. Et donc voilà, la restitution, vous voyez ça peut peut-être évoquer votre château. Ça, c'est le Haut-Königsbourg en 1900. L'image qui est ici. C'est le Haut-Königsbourg en 1900. Et donc, pour attaquer la restitution, à l'époque, ils ont pris le parti, et ça c'était quelque chose de très osé, ça n'a pas été trop refait, eh bien, de refaire des échafaudages, mais pas modernes. Ils se sont dit, vous savez, les murs, là. Et vous avez peut-être vu des villages médiévaux où on voit toujours des trous dans les murs. Ça, ce sont les anciens échafaudages médiévaux qu'on a laissés parce que les gars n'étaient pas bêtes. On ne va pas boucher les endroits pour les réenlever à chaque fois qu'il y aura une réparation. Ils savaient que ça allait s'éroder et qu'il fallait le réparer. Donc ils laissaient les trous pour remettre l'échafaudage. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis. Et ensuite, ils ont restitué par rapport à la cristallisation. En plus de ça, c'est vraiment restituer ce que ça aurait pu être ou ce que c'était à un temps T dans l'histoire. Et donc là, ils ont fait le choix de refaire le château comme il était au XVe siècle. Et ils ont fait cette restitution qui aujourd'hui est extrêmement visitée et qui accueille des activités en son centre. Alors, on va avancer, hein, Avis. Oui, mais je vais parler d'autre chose. Les diapositives, c'est sympa, mais je vais parler d'autre chose. On va aussi faire des choses diverses et variées, comme pour certains qui se tenteraient, une école de chevalerie. On va pouvoir parcourir la France et voir l'Europe à des moments donnés pour défendre les couleurs de Fort Calquiré. Pour ceux que ça intéresse, vous voyez, c'est tellement varié. Par contre, avant toute chose, il va falloir que l'on gratte. Il va falloir que l'on fouille, il va falloir que l'on aille vraiment en profondeur sur l'intégralité du site, petit à petit. Alors, pas la brosse à dents, parce que la plupart du temps, c'est un mythe, notamment avec la boue, hein, je vous rassure. Nous, archéologues, nous ne faisons pas la brosse à dents.
Pardon? On y vient. Ah bah, on va recruter juste après, il y a un bureau de recrutement. Il a été installé à l'extérieur. Hein. On recrute. Oh, monsieur est déjà partant. Donc là, en l'occurrence, on va faire des fouilles de manière à aussi récupérer cette histoire qui vous appartient. Diapositive suivante. Et donc voilà, pour vous figurer ce que c'est, par exemple, ça, c'est ce qui a été installé à Guédelon. Et à Guédelon, ils ont construit un château. Ils en sont à plus de 40 ans de travaux. Le château n'est pas fini. Mais eux, ils avaient une autre problématique, c'était de bâtir. Ils n'avaient pas les fondations. Non, elles y sont. Hein, et on va les retravailler. Mais voilà l'aspect que ça aura. Alors bien sûr, hein, on comprend d'emblée, vous dites, mais attendez, il y a des normes juridiques, des normes de sécurité, etc. Oui, c'est un travail colossal. On va faire plus de papier et de lettres, même en numérique, que la hauteur du château. Et ça, c'est la passion. Et puis Guédelon l'a fait. Guédelon accueille des milliers de visiteurs sur son site. Il s'agit qu'en plus, de manière directe, la commune en profite. Avoir une renommée nationale. Alors, vous allez dire, quid des financements? Ça, c'est vrai, ça. Ouais, parce qu'ils sont bien beaux avec leurs épées, leur armure de chevalerie, etc. Mais ça coûte de l'argent, faire un château. Ils font comment? Ils nous l'amènent nous, parce que nous, on l'a, le château, et puis on se bat depuis des plombes. Tout simplement, en reprenant la méthode ancienne. Imaginez, vous avez le droit de prélever quelques pierres, du bois. Vous avez des gens motivés, bénévoles. Vous arrivez à récupérer de l'eau avec des puits, avec des citernes. Vous avez de l'eau, bois, il faudrait de la chaux. Ça tombe bien, Fort Calquiéré, il y a de la chaux. Tout est gratuit de base. Quand vous prenez le temps, parce que c'est quoi déjà l'ennemi? L'ennemi. L'ennemi de l'entrepreneur. Ah, l'ennemi de l'entrepreneur, c'est le temps. Bien, madame. Et Ford l'avait compris. Ford a dit, je vais réduire les délais parce que je vais produire vite, vendre vite, ça va périr vite et ils vont reconsommer vite parce que je vais reproduire vite. Nous, on inverse ce concept, on va prendre du temps pour que ça s'étale et que ça dure longtemps, mais ce temps, il viendra de personnes qui vont s'installer, des personnes qui vont s'investir, pas parce que derrière il y a de l'argent, mais parce que derrière il y a de la passion. Et ça, c'est le projet qu'on propose. Ça, c'est par rapport à... On revient juste un instant en arrière. Ah oui, pardon, on vous parle d'argent. Donc, de base, on a cette idée. Ensuite, le problème, c'est que vous me dites, mais nous, les financements, on connaît la restitution, on connaît la DRAC, on a déjà fait des dossiers, etc. Mais le problème, c'est que vous avez un axe. Je vous raconte une petite histoire. Je suis parti du laboratoire CRISE, superbe le nom, hein, de Montpellier 3. Et à un moment donné, l'Europe arrive lors d'un conseil des chercheurs et dit, bon, écoutez, on est désolé, mais nous, on a un budget de dizaines de milliards d'euros et la France n'en fait rien. Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne faites pas des dossiers? Bon, le chercheur standard, hein, professeur des universités que j'adore, il dit, mais c'est compliqué, ça ne rentre pas dans nos cadres, nous on a nos salaires, et puis on n'a pas spécialement besoin d'autre chose. Alors si vous voulez, ils ont même répondu, donnez-nous l'argent. Nous, par contre, d'un seul coup, on va avoir, vous avez vu, la restitution, donc effectivement, ce que vous pouvez profiter quand vous y êtes à fond dedans, en termes de financement, mais il n'y a pas que ça, la recherche, mais aussi la culture, l'art, le sport. Et quand d'un seul coup, vous croisez tous les financements possibles, eh bien là, il ne s'agit pas d'un financement, il s'agit de 1000, mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir aussi que le monsieur que vous avez là est spécialisé dans les conférences historiques internationales. Par exemple, si vous avez envie de visiter toutes les pyramides du monde, il vous emmène et il fait le tour des pyramides du monde, du Japon jusqu'à l'Empire Inca, en passant par les... Voilà. Et lui, il a des groupes de personnes qui payent extrêmement cher pour ça et qui seraient friands de visiter le château. Et en plus, coup de chance, comme ils ont de l'argent, ils font aussi de la défiscalisation par don. On a tout un pan de l'organisation privée que nous pouvons mettre à votre service. Mais il n'y a pas que ça. Il faut savoir aussi que votre serviteur ici présent est spécialisé dans le tourisme. C'est-à-dire, j'ai déjà des établissements touristiques et j'ai déjà reconstitué un octroi du roi dans le Gard. Je me demande s'il n'est pas un peu plus grand d'ailleurs que le château. Et le but, c'est de créer, on va dire pour faire simple, un camping médiéval immersif. Où chacun d'entre vous, si vous avez envie de passer un petit week-end en amoureux dans une petite cabane en bois médiévale, voire même on vous fournit les vêtements,
vous allez pouvoir vous éclater. Et effectivement, parce que l'argent c'est important, je ne vous cache pas, il ne s'agit pas non plus, non, le bien lui-même n'est pas là-dessus, mais nous, c'est important aussi de pouvoir avoir les moyens, donc on va récupérer de la recherche un peu publique jusqu'au financement privé et à l'entreprise. L'idée, c'est de croiser, et c'est cette synergie qui va créer quelque chose d'indispensable à la survie du château. Une dynamique vivante. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Ah oui, des questions. Tu donnes le micro? C'est un micro. Les questions, on va transmettre le micro dans la salle. Allez. Ah, c'est un maître d'armes, il faut le faire bouger un peu. Et après, je vous laisserai le faire circuler, d'accord? Bon, je vais commencer par le sympathique. Ah. Et après, je m'assois. Je vous trouve enthousiaste, votre passion me touche, parce que ma partie, c'est l'histoire aussi. Bon, c'est pas l'Antiquité ni l'Antiquité. Vous m'intéressez parce que vos idées, je les trouve intéressantes. Il y a une chose aussi qui peut choquer, et qui choquera certainement. Je suis une puriste. Voilà, oui, j'ai vu la grimace. Le béton, mais dans le contexte, vu la dégradation du château... Le béton? C'est pas nous, hein? Ah non, mais pas nous. La cristallisation, c'est justement ce qu'on reproche. Non, mais le béton, le château, vu son état de dégradation, de toute façon, il faudra y arriver dans certains endroits. Mais Lachaud, Lachaud, oui. Oui, mais c'est ça, au médiéval, depuis l'Antiquité, on en a. Il y a certains endroits du château, je pense que ça ne suffira pas. Maintenant, vos idées m'intéressent. Non, mais vous avez raison, il faut être quand même concret. Il y a quelque chose sur long terme à faire, il y a un gros boulot. Ce que vous proposez, c'est vrai que c'est intéressant. Maintenant, j'ai noté une chose que monsieur a dit, que vous pourriez faire de l'information, instruire. Vous avez employé le mot démocratie. C'est un mot qui fâche parce que tout dépend de ce que l'on met dans ce vocable. La portée que je lui donne n'est peut-être pas la même que la vôtre. Alors le danger, c'est peut-être de tomber dans une sorte la personne qui n'est pas trop plongée là-dedans, c'est d'un peu la formater. Et ça m'inquiète un peu. Genre secte ou... Alors, je vais répondre d'abord juste d'un point de vue BTP simple. Votre château, il a tenu avec de la chaux, un logis ainsi, avec de la végétation au vent et à la pluie, jusqu'à aujourd'hui. Vous vous y intéressez parce que justement, ça commence à faire longtemps qu'il n'y a pas eu de restauration. Hein. Ça fait longtemps qu'on n'a pas travaillé dessus. Mais à l'époque médiévale, il aurait fait très bien